Et votre venue, cette fois-ci 2 ans après, c'est pour poser la question comme tout le monde, enfin c'est la question que se posent les Tunisiens, qui a tué Chokri? C'est pour montrer qu'on doit rendre justice, c'est pour montrer qu'on doit connaître qui est derrière cet assassinat. Ce matin, j'ai dit dans ma petite intervention, on ne sait pas qui a tué Chokri, mais on sait pourquoi. Chokri était le porte-parole des opprimés, des pauvres, de ceux qui n'ont pas de voix. Mais quelqu'un m'a aussitôt répliqué, mais si, nous savons. Bon, ce n'est pas à moi de m'engager sur ce terrain. Ce que je sais, c'est que j'ai la certitude personnelle, là je n'exprime qu'un sentiment personnel, que le président Béji Caïd Essebsi aura à cœur personnellement, avec les moyens que lui donne la Constitution, de faire aboutir l'enquête. Et je forme le souhait que je porterai au président Hollande personnellement, puisque je dois bientôt le rencontrer, de demander que les autorités françaises se mettent absolument à la disposition des autorités tunisiennes pour voir s'il y a des ramifications d'un complot qui unirait les meurtriers qui ont ici frappé Chokri Belaïd et aussi Mohamed Brahmi à ceux qui ont, comme vous le savez, martyrisé la liberté d'expression en France. Car il a été dit qu'il y avait un lien entre ces crimes. Donc peut-être que nous, les Français, nous avons un devoir particulier de vigilance et de coopération, évidemment à la disposition des autorités tunisiennes qui sont parfaitement capables de faire face à la situation. Monsieur Mélenchon, hier, le Parlement tunisien a voté son nouveau gouvernement, un Parlement constitué de 2 grands partis, Ennahda et Nidé Tounes, avec 2 autres partis dans le gouvernement. Les choses se passent, la démocratie s'installe petit à petit dans notre pays, une démocratie à la tunisienne, comme on le veut. Comment suivez-vous ça à partir de la France, avec votre regard français ? C'est très intéressant. Personnellement, je pense que ce qui a conduit les Tunisiens à se mettre en mouvement n'est pas interrompu. Dans leur esprit et dans leur cœur vivent toujours les mêmes aspirations et ils vont les présenter avec beaucoup de force, je pense, à tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Mes sympathies politiques, vous le savez, avec le respect que j'ai pour les différentes parties prenantes de la société tunisienne, mes sympathies vont au Front Populaire et à M. Hamami. Et je suis impressionné par un système démocratique parlementaire qui prévoit que dorénavant, c'est l'opposition qui dirigera la Commission des Finances et des Affaires étrangères, si bien que mes amis, quoique dans l'opposition, vont jouer un rôle assez important dans la vie de leur patrie. Et je crois que nous, Français, nous ferions bien de prendre quelques leçons sur ce modèle, car il y a à apprendre. Notre système à nous est beaucoup trop monolithique et nous aurions besoin nous-mêmes d'une constituante pour un petit peu respirer l'air pur du changement. Est-ce que les Français vont aller prendre la leçon en Grèce? Je sais que la victoire de Syriza vous a fait dire qu'il y a encore de l'espoir, ça vous a fait dire que c'en est fini des vieux logiciels, vous avez dit récemment fini la distinction gauche-droite, il faut un nouveau champ sémantique avec Syriza. Voilà la phrase qui m'intéresse. Nous sommes à un basculement de l'histoire. Oui, dans la vieille Europe, nous avons connu une période assez folle de véritable hallucination idéologique. Après la chute du communisme d'État, d'autres ont pensé qu'il fallait constitutionnaliser un modèle économique, ce qui est absurde. Et nous vivons sous une règle de fer impraticable, qui est celle des régimes d'austérité, de coupe dans les budgets publics. Et tout ça a précipité le vieux continent dans la ruine. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation assez pitoyable. Alors la Grèce est en quelque sorte, avait été le laboratoire, la vitrine des souffrances que l'on pouvait infliger à un peuple. Et par ces votes, là encore, démocratiques, pacifiquement, par la prise de conscience, un nouveau gouvernement est en place qui demande que l'on tourne la page de cette période absurde. Et bien sûr, pour ça, c'est une bascule de l'histoire, car jusqu'à présent, on prêchait continuellement qu'on ne pouvait faire autrement que ce qui se faisait en Grèce. Alors, même en y mettant du sang et des larmes autant qu'on veut, la dette est impayable. Il va donc falloir trouver une solution assez simple à trouver techniquement, qui permette au peuple grec de retrouver de l'activité, de la respiration, pour voir à ce qui est le but de la société. Au fond, que demandent les gens? Ils ne demandent pas d'être milliardaires, ils demandent de pouvoir s'occuper de leur famille, de vivre dignement de leur travail, d'être soignés quand ils sont malades et que les enfants soient enseignés. Le bonheur, au fond, se conquiert avec peu de choses, du moment qu'on a le cœur disponible pour y accéder. Voilà. Alors je crois que oui, nous sommes en train de recevoir une indication très importante qui vient de la Grèce. Le gouvernement allemand est complètement arc-bouté
sur un refus absolument inacceptable de discuter, de parler, au point de peut-être précipiter l'Europe dans le chaos. Vous savez que la Banque centrale, des fois, s'est montrée capable de couper l'accès aux liquidités pour des pays. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous n'avez plus de monnaie pour faire vos courses. Donc je crois que tout ça n'est pas raisonnable. Il faut dialoguer avec la Grèce, de même que le moment venu, il faudra dialoguer avec le gouvernement espagnol qui, j'espère, surgira des prochaines élections, avec le parti Podemos. Et nous, les Français, eh bien... Madrid, votre présence à Madrid était dans ce sens, Monsieur Mélenchon? Oui, vous savez, je suis un homme qui aime voir, parler, et pas simplement regarder les choses de loin. D'autant que je me sens uni, je ne sais comment vous dire cela, mais je pense que beaucoup de gens qui m'entendent le ressentent la chose de la même manière. Je suis uni à la civilisation méditerranéenne. Quelles que soient les religions, les cultures, quelque chose est en commun entre nous, dans les manières de voir. Ce matin, j'écoutais les orateurs à la cérémonie de commémoration de Choukri Belaïd, et je me disais, au fond, il y a dans ma manière de parler quelque chose qui vient de l'art oratoire arabe, qui est particulier, qui est chantant, et qui a une manière de dire les choses. Bien, vous voyez, nous sommes unis par tout ça. Évidemment, en Espagne, de nouveau, nous tombons sur le même problème. On ne peut pas proposer au peuple comme seule perspective de payer des dettes, enfin, surtout des dettes dont il n'est pas responsable. Alors, je crois que peut-être le problème se pose aussi à la Tunisie et que mon pays a quelques responsabilités dans cette situation. Dans quel sens ? Eh bien, la France fait partie des créanciers de la Tunisie. Je crois qu'il serait raisonnable qu'elle prenne des initiatives de manière à soulager autant que possible les Tunisiens du fardeau de la dette, et elle y trouvera son compte, la France. Parce qu'une Tunisie économiquement active, c'est bon pour la France. Une Tunisie où les Tunisiens peuvent vivre et travailler chez eux, eh bien, c'est une Tunisie plus heureuse. Enfin, comment oublier ces milliers de disparus en Méditerranée? Nous avons le cœur qui se serre, et je veux dire aux mères des disparus toute ma compassion. Et je trouve que l'Europe est d'une violence incroyable quand elle traite tout ça comme, en quelque sorte, une espèce de question secondaire. Non, il faut que les peuples puissent vivre et être heureux chez eux. Et de la sorte, nous vivrons tous ensemble. Voyez-vous, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que d'immigrer. Ils ne connaissent pas la souffrance de l'immigration. Et donc ils ont tendance à ne voir que la personne qui arrive, ils oublient la personne qui est partie et ceux qui sont restés. Voilà pourquoi il faut souvent en politique faire parler son cœur davantage que son portefeuille. Comment expliquez-vous qu'en France il n'y ait pas cette montée des partis de gauche, alors qu'on voit la montée des partis d'extrême droite, on voit le positionnement de Madame Le Pen dans les derniers sondages? Comment l'expliquez-vous? Eh bien, je l'explique de deux façons. La première est que l'extrémisme de droite, le nationalisme, la raison qu'une personne peut avoir d'en détester une autre et de la rendre responsable de ses malheurs sans savoir pourquoi, parce que sa couleur de peau ou sa religion lui paraît étrange, est quelque chose d'assez répandu dans le monde. Vous savez, pour moi, certains partis extrémistes religieux et le Front National sont comme en effet miroirs. Ce sont les deux variétés d'une même brutalité, d'un même refus des autres. Ensuite, il y a dans les élites en France, et notamment dans les élites médiatiques, une espèce de tendance pour des raisons les plus diverses. Les unes, c'est simplement vendre du papier et de l'émotion. Pour d'autres, une espèce de sympathie sournoise et cachée, qui en plus est nourri de mauvais instincts à l'égard des musulmans, qui les conduit à soutenir Madame Le Pen plus ou moins discrètement. Et nous sommes, nous, en difficulté, cela est vrai, donc nous travaillons pour essayer de remonter la pente. Je crois que l'avenir des Français, je le redis devant vous, comme je l'ai dit une fois à Marseille dans un discours, il n'y a pas d'avenir pour nos peuples les uns sans les autres. Si vous me le permettez de vous le dire à vous Tunisiens, je ne crois pas qu'il y ait d'avenir pour vous sans les Français. De même que nous, les Français, il n'y a pas d'avenir pour nous sans les Tunisiens. Nous sommes les voisins d'un même espace et nous vivons ensemble. Vous savez, Madame Le Pen et les gens qui critiquent ou montrent du doigt, se rendent-ils compte que nous avons des familles ensemble? Nous avons des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, ensemble. Les jeunes gens ne vont pas demander dans le code de la nationalité ce qu'ils ont le droit de se faire quand ils s'aiment. Et voici que cette nouvelle civilisation méditerranéenne est en train de naître. Alors bon, c'est le moment un peu douloureux, mais ça passera, le bonheur viendra ensuite. Quel avenir aujourd'hui entre les partis de gauche en Tunisie et le parti de gauche en France? Nous travaillons de manière très étroite avec le Front Populaire et M. Hama Amami. Nous nous enseignons les uns aux autres.
nous comparons nos stratégies, nous réfléchissons sur le plan économique ensemble, et on peut dire qu'il y a une circulation quasi permanente. En tout cas, nous sommes très souvent présents ici et nous accueillons des Tunisiens. C'est une relation de fraternité attentive. Je ne donne pas de leçons et je n'en reçois pas. Monsieur Hamami n'est pas homme non plus à en recevoir, mais je voudrais vraiment saluer et vous dire que cet homme, son travail, et je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire à cette relation intense, voyez-vous. C'est de cette façon-là qu'il faut travailler. Peut-être peut-on imaginer qu'un jour ou l'autre surgira un club méditerranéen de nos gauches, car maintenant la situation est mûre. Le Front populaire ici, Podemos là-bas, Syriza, le Front de gauche, Die Linke. Il y a une nouvelle gauche dans le sud de l'Europe et la Méditerranée qui est là, disponible pour les peuples qui veulent faire appel à elle. Elle veut construire une nouvelle force, une sorte de pouvoir contre l'austérité. Bien sûr, contre les politiques économiques libérales, contre la priorité donnée à l'argent plutôt qu'aux êtres humains. Alors je sais que peut-être que les gens qui vont m'entendre vont un peu sourire en se disant « Oh, ces gens finalement ne sont pas près du pouvoir ». Mais c'est le même sourire qui nous accompagnait en Amérique latine lorsque nous réunissions le Forum de São Paulo. Nous étions là, une série de petits groupes et de partis. Et pour finir, aujourd'hui, nous dirigeons 10 gouvernements dans l'Amérique latine et apparemment les peuples en sont contents puisque nous gagnons toutes les élections les unes derrière les autres, que ce soit au Brésil, au Venezuela, en Équateur ou ailleurs. Et puis des fois nous les perdrons et nous saurons faire le plus difficile en démocratie, ce n'est pas de gagner le plus difficile c'est d'accepter de perdre. Et pour finir, Monsieur Mélenchon, je reviens vers la phrase, vous avez dit « fini la distinction gauche-droite ». Non, j'ai dit que, voyez-vous, les mots ont une grande importance pour penser. Et lorsque des gens qui se disent de gauche pratiquent des politiques de droite, le commun des mortels n'y comprend plus rien. C'est pourquoi, hélas, pour moi qui suis un homme de gauche et qui le resterai sans doute jusqu'à mon dernier souffle, je ne vois pas comment je pourrais être un autre homme, mais qui suis républicain, je souffre de voir que les mots soient pervertis de cette façon. Et c'est ce qui m'a conduit à dire, dans les mêmes termes que Hamami, au fond, peu importe que notre projet soit dit de gauche, ce qui compte c'est qu'il soit dit bon et dans l'intérêt général humain. Et par conséquent, repérons-nous plutôt sur l'intérêt général que sur telle ou telle étiquette par a priori. Il faut bien que tout le monde entende ça. Autrefois, on discutait de savoir si l'intérêt général, ça existait ou pas. Eh bien, aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes partie prenante du même écosystème et que le changement climatique nous frappe tous, que l'on soit grand, petit, homme ou femme, riche ou pauvre. Et dès lors, il y a bien un intérêt général humain et dont nous devrions être les serviteurs. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler davantage qu'à la compétition des étiquettes.